1, 2, 3, 4, 5 doors. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 doors. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 doors. 1, 2, 1, 2, 3. Donc l'île de l'épouvante, 1970, le titre italien c'est Cinque bambole per la luna d'agosto, qui veut dire littéralement 5 poupées pour la lune d'août, et donc est un film qui succède à Une hache pour la lune de miel, qui était une sorte de thriller psychanalytique où on suivait un tueur en série dans une atmosphère très psychédélique et qui précède La Baie sanglante 1971. Il y a deux premières caractéristiques qui concernent ce film. C'est que c'est un giallo, mais on pourrait dire que c'est un giallo plutôt tendance parodique. Et on peut l'inscrire effectivement peut-être dans un sous-genre du giallo qui donc résonnerait avec deux autres films qui datent de 1969, donc juste un an avant, qui sont La saison d'essence de Massimo Franciosa, qui n'est pas du tout connu en France, qui raconte en fait l'histoire de personnages de jeunes amis bourgeois qui se retrouvent sur une île, dans une immense villa luxueuse, et ils découvrent que l'hôte de la villa est une espèce de fou sadique qui va les persécuter, etc. Et donc il y a ce principe du huis clos sur une île, le personnage de bourgeois isolé, qu'on retrouve aussi dans un autre giallo qui est Les Allumeuses, en italien Interabang de Giuliano Biaggetti, 1969 également, qui lui est une sorte de parodie de l'Avventura de Michelangelo Antonioni. Et pour moi, l'île de l'épouvante donc s'inscrit dans cette sous-famille de giallo, puisqu'il y a le même canevas, et il y a aussi ce rapport à Antonioni. Donc l'Avventura 1960, qui est de toute façon un film qui a influencé beaucoup de réalisateurs de giallo, puisqu'on parle toujours d'Hitchcock, mais bien sûr que Antonioni est aussi une influence majeure. Et donc l'Avventura, sorti en 60, avait fait scandale, à la fois auprès du public et même de la critique, à cause de sa dimension existentielle, la crise du couple dans le monde moderne, et puis de son style évidemment narratif, puisque l'Avventura, il ne faut pas oublier que c'est pendant presque la moitié du film des personnages qui accostent sur une île, qui se cherchent les uns les autres, et l'une d'entre eux a disparu sans explication. Donc c'est très particulier comme construction narrative. Donc l'île de l'épouvante s'inscrit pour moi dans cette famille-là. Ça veut dire que c'est à la fois peut-être une parodie de l'Avventura par rapport à ce que je viens d'expliquer, et voilà, dans le petit groupe avec La saison d'essence qui n'est pas un giallo, et par contre Les Allumeuses qui est un giallo. Dans ces giallos italiens qui pourraient être des sortes d'interprétations parodiques, de relectures parodiques de l'Avventura, il y a donc ce principe du huis clos sur une île en général, et puis cette idée de personnages qui apparaissent un petit peu comme des touristes, qui sont là, ils ne savent pas trop pourquoi finalement, ils sont égarés et ils se retrouvent face à leur solitude et à leur pulsion. Ça c'est aussi quelque chose de très important évidemment. Et là on pourrait aussi penser à ce qu'avait dit Michael Coven, qui a écrit, qui est un universitaire anglais, qui a écrit en 2006 un livre qui s'appelle La Dolce Morte, consacré au giallo italien, qui dit ce qui caractérise le giallo, c'est qu'on passe de la dolce vita, donc référence au film de Fellini également de 1960, à la dolce morte, la mort douce. Et donc c'est vrai que dans cette dimension parodique qu'il y a dans l'île de l'épouvante, on a un peu cette idée-là. Donc ça c'est le premier élément, premier repère possible de ce film de Mario Bava. Et le second, c'est donc qu'il marque la transition vers La Baie sanglante, 1971, qui est quand même un film beaucoup plus connu de Bava par rapport à l'île de l'épouvante. Et il y a des points communs évidemment entre les deux, puisqu'on retrouve ce principe de l'île, enfin pas de l'île mais du huis clos, et un paysage naturel. Alors, dans La Baie sanglante, donc, on a un paysage naturel qui est traité par Bava d'une façon plus ruiniste, je dirais, avec donc pas mal de scènes nocturnes, beaucoup de plans sur des couchers de soleil qui prennent des tons orangés, vifs ou rosés, presque surnaturels, et puis une dimension morbide beaucoup plus, encore plus affirmée que dans l'île de l'épouvante, puisqu'on a par exemple dans La Baie sanglante un plan incroyable où on voit un poulpe
sur le visage d'un cadavre. Donc, point commun, transition, peut-être l'île de l'épouvante peut-être est une transition vers la baie sanglante, bien sûr aussi par le canevas, donc des personnages isolés dans un décor naturel qui vont s'entretuer pour un motif de cupidité. Dans la baie sanglante, c'est encore plus noir, c'est encore plus sombre et encore plus froid, je dirais. Et puis, il y a quand même une différence notable entre les deux, c'est que bien sûr, dans l'île de l'épouvante, Bava ne filme pas les crimes, mais il filme les cadavres, tandis que dans la baie sanglante, bien sûr, c'est le contraire. La dramaturgie, si on peut dire, est basée sur les scènes de meurtre qui expriment une forme de sadisme et de cruauté nouvelle chez Bava, même s'il y en avait déjà avant, d'un autre type, donc beaucoup plus noir. Et je dirais peut-être aussi la baie sanglante dans son découpage et sa construction est plus radicale que l'île de l'épouvante. Donc ça, c'est donc la deuxième caractéristique du film. Une chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que les deux films sont dominés par le bleu, la couleur bleue. Dans la baie sanglante, on est plutôt dans un bleu cru ou sombre avec des images, des scènes nocturnes, donc plus froid, plus dur en fait, qui correspond à la noirceur du film. Tandis que dans l'île de l'épouvante, c'est un bleu plus doux quand même, mais qui est là presque tout le temps et qui tire vers le mauve aussi. Il y a un certain nombre d'images comme ça, de coucher de soleil notamment, ou de scènes voilà, entre deux, où on est dans ces tonalités-là. Un des premiers axes qui me semble intéressant par rapport à l'île de l'épouvante et à ses particularités, et qui fait aussi que c'est vraiment un film à redécouvrir, parce que quand même, bon, c'est un film qui n'est pas toujours très aimé dans la filmographie de Bava, qui lui-même d'ailleurs avait dit dans des interviews que c'était son plus mauvais film, ce avec quoi il ne faut pas être d'accord, évidemment, c'est faux, il y avait un jugement très implacable. La première chose importante, c'est la question du simulacre et la distanciation. Donc le simulacre, c'est un mot assez complexe, il y a plein de définitions, c'est à la fois l'illusion, le fantôme ou la statue. Et c'est vrai qu'on voit bien que c'est un thème transversal dans l'œuvre de Bava, le simulacre, et on va donc le retrouver dans l'île de l'épouvante également. Alors bien sûr, donc le simulacre va essentiellement se manifester dans les films de Bava par la présence des mannequins, des statues, et tout le jeu que Bava va faire sans arrêt entre ses personnages, les acteurs, et des mannequins de couture, des mannequins de vitrine, ou des statues, et jusqu'à l'idée que parfois le personnage, la figure humaine, rivalise dans l'image avec l'inerte, l'inanimé, et voilà, comme s'il y avait une espèce de dédoublement très ironique la plupart du temps. Donc là, il y a l'idée de simulacre qu'on trouve dans Lisa et le diable avec les mannequins marionnettes, ou bien dans La Vénus dit, adaptation de Mérimée, qui est le dernier film de Bava avec son fils Lamberto, ou encore dans Une hache pour la lune de miel, où il y a plein de mannequins de couture. Donc, le simulacre dans l'île de l'épouvante va prendre d'autres visages, mais on va retrouver cette idée que les personnages, par le jeu aussi toujours un peu, comment dire, improbable des acteurs, ou peu expressifs, l'idée que ce sont des personnages un peu vides, comme ça, sans vraiment de personnalité, ou qui sont très stéréotypés, comme des sortes de pantins ou de touristes, comme je disais tout à l'heure, égarés, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Et on verra que ça, c'est très très important justement dans l'esprit du film. Donc le simulacre s'invite dès le début du film, puisqu'on a cette première séquence, alors, où là on est plus dans le faux, le leurre, parce qu'on a une séquence de fête, c'est la soirée qui réunit tous les personnages dans la grande villa luxueuse qui se trouve sur l'île. Et donc il y a une fête où on voit le personnage de Marie interprété par Edwige Fenech qui fait une sorte de danse entre la danse et le striptease, et en fait elle simule son assassinat avec la complicité d'un autre personnage, et Bava fait un très gros plan sur la sauce tomate sur sa poitrine. Donc là on est tout de suite d'entrée, donc on est dans le faux, dans le simulacre, ce qui est renforcé aussi par le plan où on voit le personnage d'Isabelle qui épie les autres de l'extérieur. Donc on a tout de suite cette idée qu'on est dans l'illusion, la tromperie, qui va donc continuer tout au long du film. Ça, c'est aussi très fort dans ce film de Bava, par la manière dont il emploie les zooms. Alors bien sûr, on sait que dans
tous les films de Bava, il y a des zooms, on le lui a reproché, zoom avant, zoom arrière. Là, il y a vraiment un emploi abusif de ces zooms, mais qui pour moi n'est pas du tout l'expression d'un geste gratuit. Ni une facilité forcément, même si ça peut s'expliquer parfois l'emploi du zoom pour des raisons techniques. À mon avis, le zoom dans l'île de l'épouvante, il choisit très bien à quel moment il l'utilise, Bava. Il y a des moments où il ne l'utilise pas et où il pourrait. Je pense que ça appuie vraiment de façon très juste sur la fausseté des personnages, cette idée que justement ces zooms avant, il y en a aussi dès la séquence d'introduction de la fête, de la soirée, ça les déréalise complètement, hein, bien sûr, puisque ce mouvement non naturel du zoom voilà, casse tout effet de réalisme et appuie, à mon avis, sur la fausseté des personnages, qui sont tous comme ça des figures standardisées, stéréotypées, et encore une fois assez vides, en fait, inexpressives. Et donc ça appuie encore plus là-dessus, et parfois ça a des effets comiques, bien sûr, puisque l'île de l'épouvante, c'est un giallo, on pourrait dire un giallo comédie, pour moi, un petit peu. Donc le zoom aussi peut accentuer l'effet comique, et aussi, comme tous les personnages y ont droit à un moment ou un autre du film, ça crée une sorte d'égalité entre eux. Et c'est quoi cette égalité? C'est qu'en fait, ils sont quasiment tous égaux devant l'absurdité de la mort. Ah, l'ultima cosa che mi sarei aspettata era una visita tua. Dov'è l'assegno? Assegno? L'ho lasciato qui oggi, in mezzo al tuo reggiseno, quello che porti adesso. Un assegno nel mio reggiseno, gentile. Vedi se lo trovi. Cerca su. Qualcosa di buono puoi sempre trovarcelo. Le simulacre, il apparaît aussi d'une autre manière dans l'île de l'épouvante, par certains effets visuels, plus ou moins sophistiqués, recherchés. Alors il y en a moins que dans d'autres de ces films, c'est-à-dire l'île de l'épouvante est assez sobre, assez minimale, et on verra qu'il y a des raisons aussi sans doute pour ça, mais il y a quelques effets qu'on peut relever, et l'un des plus connus, c'est la séquence où on voit deux personnages, c'est Jack et Nick, je crois, qui se bagarrent dans une des chambres de la villa, et tout d'un coup on quitte la bagarre et la caméra suit la chute de billes transparentes qui vont donc dévaler les marches d'un escalier et atterrir dans un jacuzzi où on découvre par un mouvement panoramique et un zoom un personnage, un des personnages féminins qui vient de se suicider dans le jacuzzi. Donc il y a à la fois une analogie avec les bulles de savon, avec ces billes, et surtout il y a quelque chose qui est typique de Bava, c'est-à-dire cette idée de quitter à un moment donné une scène un peu triviale pour le geste artistique, qui devient voilà, le centre et qui prend le dessus sur la trivialité de telle ou telle situation pour voilà, se déployer en tant que geste artistique assumé, un peu ironique. Donc on a ça qui est aussi un peu, pour moi, en lien avec l'idée du simulacre, c'est-à-dire cette idée de rechercher des choses très artificielles comme ça, mais par volonté artistique. On a d'autres images un peu dans le même esprit où on voit par exemple à un moment donné un plan du bras du personnage d'Isabelle qui récupère délicatement une écharpe brillante sur le dossier du canapé du salon, qui est suivi d'un plan où on la voit portant cette écharpe et se mirant dans une petite mare du jardin de la villa. On voit un plan sur son reflet, et là, on est dans un effet un peu d'anamorphose entre son corps, son visage et les nénuphars. Et ça, là, on va vraiment dans le maniérisme, justement, puisque donc Mario Bava voulait être peintre. Et ça revient assez souvent dans le cinéma de Bava. On en a chez Dario Argento aussi, qui a peut-être emprunté un certain nombre d'effets visuels et esthétiques à Mario Bava. Donc voilà, donc on a ça aussi dans l'île de l'épouvante, et ça participe aussi de cette idée de simulacre, c'est-à-dire de jouer avec l'artifice, de chercher l'artificiel comme ça, pour créer des moments oniriques où on décroche complètement de cette vague histoire policière qui est adaptée du canevas des 10 petits nègres d'Agatha Christie.
deuxième axe important dans le film de Mario Bava, qui le distingue des autres giallo aussi, c'est que c'est vraiment pour moi un giallo comédie avec un humour noir beaucoup plus poussé que dans d'autres de ses films. Donc ça, c'est lié à la question du trivial et du morbide qui s'invite dans le film par ce qu'a trouvé Bava dans le traitement des personnages, c'est-à-dire donc on ne voit pas les scènes de meurtre, on voit après, on voit les cadavres, et chaque personnage assassiné est transporté dans la chambre froide de la villa, emballé dans du plastique, suspendu à des cordes, et donc est assimilé au quartier de viande qui sont déjà installés par ailleurs dans la chambre froide, et donc parmi le garde-manger. Donc là, on a une dimension cérémonielle parce que à chaque découverte de cadavre, c'est à peu près la même séquence, avec le même thème musical, j'y reviendrai après. Et donc on a cette dimension morbide du corps emballé dans du plastique qui rejoint aussi cette question du simulacre et de l'humour noir. Donc. Alors il faut se souvenir aussi que ce n'est pas la première fois que Bava utilise cette image, puisque dans La planète des vampires en 1965, qui est un film de science-fiction, il y a une très belle scène, alors c'est un scénario un peu compliqué, mais il y a une très belle scène où on voit des personnages d'astronautes en fait, qui étaient morts, qui sont en fait des morts vivants, et qui vont renaître, se relever de leur tombe, et pour renaître, en fait, ils doivent se libérer de leur chrysalide en plastique. Ils sortent d'une espèce d'enveloppe en plastique comme ça. Donc Bava reprend ce truc, sauf que dans l'île de l'épouvante, il est beaucoup plus trivial, beaucoup plus grotesque, hein, tandis que dans La planète des vampires, c'était beaucoup plus poétique. L'humour noir et la trivialité, la crudité de cette assimilation des personnages au quartier de viande doit beaucoup aussi à la musique de Piero Umiliani. Donc il faut dire aussi que, comme beaucoup de giallo, la musique est très importante et l'île de l'épouvante n'aurait pas le même charme, évidemment, s'il n'y avait pas cette musique de Piero Umiliani, qui en gros est plutôt dans le registre entre pop, easy listening et même variété à la fin, avec des variations sur 2-3 thèmes principaux, je crois. Alors les instruments, donc on a de la harpe, on a du piano, de l'orgue Hammond, et parfois on a quelques variations sur des rythmes brésiliens ou indiens. Et pour les séquences dans lesquelles on voit les cadavres dans la chambre froide, suspendus dans leur emballage en plastique, on a la même ritournelle qui est composée d'un piano au son désaccordé et suivi d'un air à la trompette, ce qui donne un côté très humour noir à la séquence qui fonctionne très bien donc avec l'esprit global du film et de ces scènes. La musique va à plusieurs reprises appuyer sur finalement la dérision de la situation des personnages, de leurs conditions absurdes, enfermés dans cette villa et sur cette île. Ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas en sortir, qu'ils ne peuvent pas s'en échapper. Donc il y a des jeux de contraste comme ça, ou qui appuient au contraire sur ce sentiment profond de dérision. Il ne faut pas oublier aussi que dans le giallo, on est toujours près du roman photo, et que le roman photo ayant été inventé en Italie. Et donc, les personnages de l'île de l'épouvante, dans leur standardisation, leur inexpressivité, peuvent aussi rappeler les personnages des romans photos. Donc, il y a cette dimension de vide, de nouveau, de surface, comme ça, que la musique pop légère et ironique de Piero Umiliani vient un peu secouer, si on peut dire. Donc ça c'est assez intéressant aussi, ce dialogue-là, vraiment, entre la musique et les situations.
notre troisième axe de lecture de l'île de l'épouvante, qui en fait aussi, enfin, qui prolonge les thématiques qu'on a dans d'autres films de Bava, mais d'une façon plus aiguë, concerne la question de l'ennui et de l'enfermement. Puisque c'est vrai que ce giallo a aussi pour particularité de ne pas avoir de suspense. Il n'y a pas de scène de meurtre spectaculaire, sanglante, puisque donc on ne voit que les cadavres, on ne voit pas les meurtres. Et c'est assez lent, il y a beaucoup d'ellipses, parfois même il y a un peu de torpeur. Donc on peut se demander aussi pourquoi. Et c'est sans doute parce que justement c'est ce qui en fait la singularité aussi, c'est que c'est vraiment... Il y a une dimension parodique, il y a des dimensions ironiques, mais plus globalement, il y a peut-être aussi une dimension plus métaphysique sur la question de l'attente, de l'ennui et de l'enfermement. Alors en ce qui concerne l'enfermement, tragicomique des personnages, il se manifeste aussi beaucoup dans le travail de cadrage, et on a plusieurs séquences, ou plusieurs plans tout au long du film, où en effet on voit les personnages qui arpentent l'île. Ils se cherchent les uns les autres, ils s'espionnent, ils disparaissent, et ils sont souvent cadrés avec au premier plan des branchages ou des feuillages, comme un effet un peu ornemental, comme ça, qu'on pourrait croire gratuit, mais qui en fait donc les encadre et crée une composition de l'image très picturale, et on va voir que c'est pas un hasard du tout. Et donc cette dimension très picturale, en même temps, elle exprime un enfermement de ces personnages dans l'image, et un sentiment d'absurde peut-être renforcé. Donc ça, c'est un premier niveau d'enfermement. Ensuite, avant d'en venir à l'ennui et à l'attente, il y a aussi une autre idée qui est typique du giallo et qui là dialogue aussi avec Agatha Christie, c'est que c'est toujours un huis clos dans une micro-société bourgeoise ou petite bourgeoise. Donc l'île de l'épouvante, c'est aussi ça. C'est des personnages, voilà, qui sont de la même, on peut supposer qu'ils appartiennent à la même classe sociale. Et l'assassin se trouve toujours parmi eux, c'est-à-dire le crime est endogène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans d'autres giallo, cette idée de personnages représentants d'une même classe qui s'entretuent, puisqu'ils sont tous et toutes plus cupides les uns que les autres. Donc il y a une noirceur là aussi du point de vue qui est typique du giallo. Et on pourrait aussi penser d'ailleurs du coup à un autre giallo assez peu connu qui s'appelle Libido, qui date de 1965, de Ernesto Gastaldi et Vittorio Salerno, qui est aussi un huis clos, qui se passe dans une grande maison au bord de la mer, et qui est une machination familiale, donc où on retrouve déjà en 1965 cette idée que, voilà, de la micro-société bourgeoise, et voilà, l'assassin est parmi cette micro-société. Donc on a ça dans l'île de l'épouvante aussi, avec cet écho au giallo italien en général, et cette idée que pour la plupart des giallo, on a une vision donc soit critique, soit ironique, soit nihiliste de la bourgeoisie. Non possiamo starcene qui tranquilli a parlare. Anzi, guarda, non mi importa neanche dei 6 milioni di dollari che Nick vuole darmi. Già, dimenticavo. Sai, ho già concluso l'affare versandogli il primo $1.000.000 come acconto. Ha venduto al mio gruppo. Non eravamo d'accordo in questo modo. Sì, ma non avrei mica pensato che avremmo giocato leale. L'affare è chiuso. Tu lo sai benissimo, Nick, io t'ho già restituito l'assegno. Io su da me non l'ho trovato. Cette idée de l'enfermement et de l'ennui aussi va prendre un tour plus fantastique dans la séquence, une séquence très particulière dans le film, qui dure plus longtemps que les autres et qui là va nous faire vraiment basculer dans l'absurde métaphysique. C'est la séquence un peu avant la fin du film où 4 des personnages survivants se retrouvent dans le grand salon de la villa. Donc il y a Trudy, les personnages de George, de Nick et de Jack, donc 3 personnages masculins, un personnage féminin, qui se retrouvent dans le grand salon, inquiets pour ce qui va leur arriver. Ils boivent et puis ils s'endorment sur les canapés. Et là, Bava construit toute une séquence avec des transitions, avec des effets de flou, des ellipses, où on voit les personnages qui s'endorment. Et des personnages de marins qui arrivent dans la villa, qui la visitent. Un nouveau plan sur le salon de la villa, tout d'un coup vide. Et on retombe sur nos personnages qui ne sont plus que 3, on ne sait pas pourquoi. Ils s'éveillent
Et là, vraiment, on bascule complètement dans autre chose. Et c'est ça aussi, à mon avis, l'intérêt de l'île de l'épouvante. Bava, de la parodie, du giallo ironique, nous fait basculer dans quelque chose de plus métaphysique. Donc ces personnages se réveillent, ne comprennent pas ce qui s'est passé. Par un enregistrement, ils vont découvrir que des marins sont arrivés dans la villa et ne les ont pas trouvés. Donc tout d'un coup, ces trois personnages qui restent, ils sont confrontés à l'idée qu'ils n'existent plus pour le monde extérieur, puisque des gens de l'extérieur sont venus, ne les ont pas trouvés. Est-ce que c'est possible qu'on les ait déplacés pendant leur sommeil? Enfin voilà, là, il y a une confrontation à des questions qui ont à voir avec l'absurde. Voilà. Et une espèce de brèche temporelle, comme ça, et dramaturgique dans le film, assez étonnante. Hein. Donc, il y a une remise en cause par les personnages de leur propre réalité, de leur situation, et un fort sentiment d'absurde métaphysique. Et donc ça rejoint aussi la question des thématiques de l'ennui, de l'attente, qu'il y avait par exemple dans l'Avventura d'Antonioni, mais aussi dans Les Allumeuses, le giallo que j'évoquais tout à l'heure, un sentiment de vacuité. Et c'est à recouper aussi avec une phrase que dit le personnage de Trudy un peu plus tôt. Elle dit à un autre personnage féminin, « Il semble que nous attendons tous quelque chose qui n'arrivera pas ». Et là, donc, il y a une forme d'abstraction qui apparaît. On sort du giallo à machination ou à la Agatha Christie pour peut-être basculer vers quelque chose d'autre, encore une fois plus métaphysique, qui est renforcé encore par certaines images, parce que, par exemple, à un moment donné, lors de la découverte d'un des cadavres sur la plage, Bava fait un plan sur une toile blanche qui est posée sur le sable, parce que l'un des personnages fait de la peinture. Donc on a vraiment peut-être des indices comme ça, la toile blanche, cette longue séquence dans le salon, qui nous disent que ça nous raconte autre chose aussi, l'île de l'épouvante. Et là, on peut suivre Roberto Curti, qui est un spécialiste italien du cinéma de genre, qui a écrit beaucoup de livres sur le giallo notamment, et qui rapproche l'île de l'épouvante de la pièce de Samuel Beckett En attendant Godot. Donc qui date de 1952, qui est une pièce de théâtre qui a marqué aussi une forme de modernité dans l'écriture et dans la thématique. Et qu'est-ce que c'est En attendant Godot? Donc c'est des personnages, bon, si on résume très grossièrement, qui attendent quelqu'un qui ne viendra jamais. Donc ça recoupe, ça fait écho à la phrase prononcée par le personnage de Trudy, et par ce motif de l'attente, de l'ennui, de l'enfermement qui traverse tout le film de Bava. Et donc, on voit bien que là, il y a un rapprochement qui se fait, qui est renforcé pour moi par cette séquence dans le salon. Et donc, pour terminer, c'est pas tout, parce que c'est encore renforcé, ça, par les plans que j'évoquais tout à l'heure, où on voit les personnages encadrés par des feuillages ou des branchages au premier plan, mais aussi d'autres plans, il n'y en a pas beaucoup, où Bava zoome lentement, plus ou moins lentement, sur le coucher de soleil, sur la mer, par exemple. Eh bien ça fait aussi référence très directement à un peintre, qui est Caspar David Friedrich, peintre romantique allemand du début du XIXe siècle, qui a peint notamment une œuvre qui s'intitule « Deux hommes contemplant la lune », et dans laquelle on voit donc ces deux silhouettes sombres qui contemplent un ciel dans les tons jaunes, avec une lune jaunâtre, et ils sont entourés d'une espèce de grand arbre noir décharné qui a un effet comme ça ornemental dans la toile. Et donc, il me semble assez clair que sans doute Bava s'est inspiré de cette peinture-là, et c'est assez intéressant parce qu'il se trouve que cette toile, Samuel Beckett avait dit que c'est cette toile qu'il avait inspirée pour écrire En attendant Godot. Donc on a une espèce de boucle comme ça, de lecture possible, transversale, mais qui me semble importante aussi pour rentrer dans l'esprit de Mario Bava, parce que Mario Bava était quelqu'un de très cultivé, qui connaissait très bien l'histoire de la peinture, l'histoire de la culture du XXe siècle, et donc on peut penser que il joue sur plusieurs niveaux dans l'île de l'épouvante. Il y a donc ces dimensions parodiques, ironiques, macabres même, cette préfiguration d'abbé sanglante, mais en même temps d'autres choses aussi qui ont à voir avec cette vision qu'il avait de l'humanité, très étrange, très particulière, qui se part donc d'accents métaphysiques.